Respecter les gestes. Et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec tous les acteurs de l'écosystème depuis Marseille sur le futur des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe à travers le digital. Et aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité, nous allons parler de territoire, nous allons parler aussi de la place de la Provence, de Marseille, de ce département comme laboratoire d'innovation, laboratoire de biodiversité 2.0 entre le continent africain, le continent européen sur l'axe Euro-Med-Afrique. Et pour parler de ces sujets, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, tout est interconnecté, tout est relié. Et si aujourd'hui, on affronte une pandémie planétaire qui a les effets qu'elle a au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique, c'est qu'à l'origine, et de nombreuses études le disent, ça commence toujours par un déséquilibre de la nature, avec les fameuses zoonoses, la disparition du vivant, la disparition de la biodiversité, le fait que les espèces ont de moins en moins de territoires inviolés et le contact avec l'humain fait que de plus en plus d'épidémies, malheureusement, dans les années à venir, sont à craindre et d'ailleurs sont probablement fort possibles dans les décennies qui viennent. Et pour parler justement de ces sujets de biodiversité, eh bien, nous avons innové avec le département des Bouches-du-Rhône, dont j'accueille d'ailleurs M. Didier Réau. Didier Réau, qui est le vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et président du parc national des Calanques. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Nous avons également la chance et le bonheur d'avoir avec nous Patricia Ricard. Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Je pense que la communauté Emerging Valley la connaît bien maintenant. C'est une amie de longue date qui nous accompagne à chaque édition. Merci pour ton soutien et ton accompagnement. Bonjour et merci pour l'invitation et bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Sarah Toumi. Sarah Toumi qui est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, où elle est, je la vois, elle est là-bas. Sarah Toumi qui est depuis Tunis, tu es actuellement en Tunisie et merci d'être avec nous et tu vas nous parler un peu de ton expérience et de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le département sur la biodiversité. Nous avons également Jean-Marc Philippe. Bonjour Jean-Marc, tu es le président d'Oshun et tu es aussi le directeur commercial de la Société du Canal de Provence. Société du Canal de Provence qui innove beaucoup, notamment dans l'eau, et qui développe des liens très forts avec les collectivités africaines, notamment au Sénégal, où tu te rends souvent. Et tu pourras nous en dire d'ailleurs quelques détails. Heureux d'être avec vous. Bonjour, merci d'être avec nous Jean-Marc. Et nous avons enfin Valérie Noël Kodjo Diop. Valérie Noël, je te vois. Merci d'être avec nous, même à distance. C'est toujours un plaisir de te voir. Tu es responsable de l'innovation pour la région Afrique, pour la région Outre-mer et également pour la région Méditerranée, pour la Société Générale. Bonjour Valérie Noël, toujours un plaisir de te revoir. Et plaisir partagé. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour préparer cette plénière, eh bien, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé ensemble, en intelligence collective, avec plusieurs partenaires. Le département, l'Institut de recherche pour le développement, qui a mobilisé des chercheurs, Patricia Ricard, la DIMED, la délégation interministérielle à la Méditerranée, l'AFD, le nouveau fonds d'investissement du développement d'Esther Duflo, des incubateurs, l'accélérateur de la CMA-CGM, l'accélérateur des océans d'Afrique du Sud, Ocean Hub Africa, et d'autres encore. Kedge a aussi été mobilisé, ont participé à un lab qu'on a organisé hier d'intelligence collective sur aujourd'hui quelles sont les innovations partagées entre l'Afrique et l'Europe en matière de protection des océans, mais aussi en matière d'agritech. Ce lab, auquel, monsieur le vice-président, vous avez participé activement, et vous y êtes resté jusqu'au bout, j'en témoigne, ça a duré 3 heures. Ce lab a été un véritable exercice d'intelligence collective grâce à nos partenaires, l'IRD et Socience, et a permis de dégager plusieurs idées forces sur comment aujourd'hui renforcer la collaboration entre les collectivités, entre les startups, entre les acteurs de l'accompagnement, les incubateurs, et comment mettre ça en perspective ici à Marseille
avec notamment les prochaines échéances à venir. Vous savez que Marseille va accueillir l'UICN et va aussi accueillir le prochain sommet des deux rives. Et sans plus tarder, je vais tout d'abord vous demander, monsieur le vice-président Didier Réau, pourquoi est-ce qu'avoir réuni tous ces acteurs et quels sont les atouts du département des Bouches-du-Rhône pour porter haut et fort ce type de plaidoyer que vous allez d'ailleurs nous dévoiler, les principaux enseignements. Pourquoi avoir mené cette réflexion partagée avec cette volonté d'intelligence collective avec plusieurs acteurs européens, méditerranéens et africains? Bonjour à tous. Bien, pourquoi finalement se réunir à plusieurs sur la biodiversité? D'abord parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul et qu'on ne peut pas avoir les bonnes idées tout seul. Et que, quelles que soient les bonnes idées, il faut une chaîne de porteurs et un ensemble de propositions qui nous permettent d'avancer sur ces questions-là. Ça vaut pour la biodiversité, mais ça vaut pour tous les sujets. Ça vaut en économie, ça vaut dans le social, ça vaut dans d'autres pans de notre vie. Et je pense que rien que le titre, le Lab d'intelligence collective, est révélateur de ce que nous avons fait. Et pour essayer de trouver finalement et dégager des solutions et des propositions de nos échanges, il a d'abord fallu qu'on puisse s'entendre sur les sujets que nous voulions traiter. Parce que la biodiversité, c'est un thème général, mais à l'intérieur, on se retrouve avec tellement d'intrants qui impactent la biodiversité et tellement de conséquences positives ou négatives du développement de la biodiversité qu'il a bien fallu qu'on se mette d'accord entre les chercheurs fondamentaux appliqués, parce qu'il y a eu ce débat-là, les porteurs de projets, les éventuels startups, les apporteurs financiers, les politiques, pour qu'on soit déjà en capacité de se dire on va travailler sur ces quatre sujets. Et puis on a commencé à dire mais sur quel sujet on va finalement travailler. Et quand on a fait l'exercice des post-it numériques, on s'est bien rendu compte qu'il y en avait finalement 9. Donc comment on en choisit 4? Donc on a fini par voter, mais je pense que chacun a pris conscience de l'importance finalement de ces 4 sujets et a souhaité pouvoir les développer chacun à son niveau. Donc, le département des Bouches-du-Rhône a d'abord cette façade méditerranéenne, donc regarde l'Afrique dans son ensemble depuis très longtemps avec sa capitale Marseille, et on ne peut pas nier qu'il y ait une vraie relation entre Marseille, la Provence et l'ensemble des pays d'Afrique. Et donc le département a cette vocation à pouvoir travailler avec l'Afrique. Et puis aussi sur la biodiversité, parce que c'est le premier département en France propriétaire d'espaces naturels sensibles. 30% du territoire de la Provence sont constitués d'espaces naturels sensibles. Un parc national, 3 parcs naturels régionaux, un grand site à Sainte-Victoire, un étang de Berre qui est la plus grande lagune d'Europe, qui doit revivre sa naturalité et sur lequel nous sommes en train de travailler. Et bien entendu, une façade côtière extrêmement riche, à la fois sur la partie terrestre, mais aussi sur sa partie marine. Voilà, donc c'est aussi sa vocation d'aller apporter son expérience de gestion d'espaces naturels, en partenariat notamment avec le Conservatoire du Littoral, pour dire voilà comment nous faisons. Peut-être que nous ne faisons pas bien, mais en tout cas, nous avons des expériences qui sont en grande partie positives et que nous sommes en capacité, entre guillemets, d'exporter. Et en tout cas, d'essayer d'exporter le peu d'intelligence que nous avons. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a peu d'intelligence, mais en tout cas, vous allez revenir un peu plus tard pour nous dévoiler un peu les 4 axes qui ont été retenus. Mais je vois que je commence à m'impatienter. Ange Balma, parce que vous parlez de lagune, Ange Balma, lui, il est au bord de la lagune Ébrié à Abidjan et il nous a rejoints. Est-ce que tu nous vois, Ange? Donc, Ange Balma, peut-être des petits problèmes de connexion, mais en tout cas, Ange Balma, qui est le fondateur de Cinelux et qui a cette particularité, une très belle start-up dans les clean tech et qui est en train de s'implanter à l'Arbois, en train de créer une très belle structure à côté de The Camp, donc dans la belle campagne provençale. Et Ange, j'espère que cette fois-ci la connexion est bonne. On va te donner ensuite la parole. On va voir si on peut régler ce problème de connectivité. Mais tout de suite, je vais me tourner vers Sarah Toumi. Sarah Toumi, tu es actuellement en Tunisie, à Tunis. Tu étais présent à ce lab. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as retenu ? Et pourquoi c'est vraiment important, de ton point de vue, d'avoir une approche décloisonnée? Je sais que tu es très investi, tu as été très investi dans le One Planet Summit, tu es actuellement très investi au niveau du MEAE
pour notamment l'initiative Méditerranée 2030. Et selon toi, il faut changer d'approche. On ne peut pas résoudre les problèmes tout seul, il faut faire des coalitions d'acteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en 5 minutes si possible? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Samir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, j'étais à ce lab d'intelligence collective hier. Et alors, on peut dire que aussi bien les startups que les innovateurs, les chercheurs, les grandes, les petites entreprises, les fonds, les banques, les services RSE, les collectivités territoriales, tout le monde était représenté dans ce laboratoire où on a échangé pendant 3 heures. Donc, euh, tout le monde était très motivé parce que justement, on est tous conscients en fait que aujourd'hui, personne n'a la solution pour résoudre les problématiques environnementales en Méditerranée ou ailleurs à travers le monde. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer des synergies entre les acteurs. Et alors, ce qui était très intéressant à l'issue de ce lab, c'est de voir en fait les attentes et les apports que chacun que chacun avait. Par exemple, les chercheurs, eux, ils disaient, bah, nous, on est capable d'apporter de la connaissance, de sensibiliser, de former les différents publics sur les thématiques en lien avec la biodiversité. Par contre, on a besoin de financement, on a besoin d'aide sur comment remplir des appels à projets, comment avoir accès à du mécénat scientifique, et aussi comment accéder aussi à faire travailler avec des startups pour innover ou avec la société civile pour tester des choses. Alors que les entrepreneurs, eux, disaient, ben, nous, on a un modèle économique périn, par contre, on a besoin de fonds d'amorçage, on a besoin d'endroits où on peut tester nos technologies pour prouver à travers des pilotes que ça fonctionne. Et du coup, à partir de ça, pouvoir aller chercher des financements pour mettre à l'échelle. Parce que c'est ça aussi le grand défi, c'est qu'il faut accélérer la mise à l'échelle de toutes ces technologies qui existent déjà dans de nombreuses startups en Méditerranée. Et puis alors, quant aux financiers, eux disaient, bah, nous, évidemment, on peut apporter du financement. Par contre, on a besoin d'être formé, d'être sensibilisé, d'être accompagné. Et alors ça, c'était vraiment intéressant et ça montre bien qu'il y a vraiment des besoins qui sont très complémentaires et finalement eh bien, en mettant en place ce type d'échange, ce type d'échange entre des acteurs très différents qui finalement ne se parlent pas d'habitude sur ces thématiques, on arrive à sortir avec des propositions, comme le disait Didier à l'instant, qui sont des solutions capables de changer la donne sur les questions de biodiversité en Méditerranée et ailleurs. Merci beaucoup Sarah, on sait que tu suis ça de très près, notamment à travers le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Hein. Je rappelle, c'est l'instance du président pour repenser les relations entre la France et l'Afrique. Et nous allons revenir sur ces recommandations, mais je vais continuer un petit peu ce petit tour de table avec Valérie Noël. Valérie Noël, toi tu est vraiment dans le bain de l'innovation, de rupture, la disruption. Tu portes ces sujets d'innovation avec d'autres, mais toi en particulier au sein d'un corporate, d'un grand compte, la Société Générale. Et c'est souvent d'ailleurs ce que l'on dit, c'est qu'il manque un dialogue entre les entrepreneurs, les chercheurs, les corporates et les décideurs politiques, type collectivité. Alors qu'est-ce que toi tu as retenu de ce lab et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté quand on sait aujourd'hui que la Société Générale, peut-être que tu vas nous en parler, peut-être que tu vas nous faire une annonce, veut de plus en plus se mobiliser sur les enjeux de biodiversité, notamment, pas qu'en Méditerranée, mais voir la Méditerranée comme un laboratoire de ce qui pourrait être exploré et dupliqué ailleurs. Alors, écoute, merci Samir. Écoute, moi j'ai trouvé ce laboratoire très intéressant, déjà dans son approche. L'approche qui dit effectivement et tout qu'on ne peut pas faire les choses seul et qu'on est et je pense et tout qu'il y a beaucoup de valeur à pouvoir travailler en partenariat, donc en faisant participer ce qu'on dit être les parties prenantes. Bon, ça, je pense que c'est très très important et ça nous nourrit. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la manière dont on travaille. Donc, dans une initiative que la Société Générale a développée, donc ils appellent le Grow with Africa. Parce que tu sais, je pense et tout que la Société Générale a une forte présence en Afrique et que notre première mission, c'est d'accompagner le développement du continent de façon durable et responsable. Donc, on a cette initiative qui s'appelle le Grow with Africa. Et en fait, le with prend tout son sens. Ça montre qu'il est ancré, inclusif, au travers de partenariats. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons étendu cette démarche du Grow with Africa à différents secteurs. Bon, tu sais effectivement qu'on travaille beaucoup sur les sujets de ville durable, mais la biodiversité
est un élément et tout qui est absolument crucial. Et en fait, et tout, ce Grow with Africa, c'est un petit peu développer une approche un petit peu, je dirais, différente de ce qu'on avait autrefois, qui était plutôt dans l'accompagnement des grandes sociétés. Là, on a envie d'avoir un développement plus inclusif, on a envie d'aller un peu plus loin, plus audacieux dans ce qu'on propose, avec plus d'impact et avec un fort ancrage territorial, hein, ce qui nous permet d'être un peu plus incarnés. Ce que je peux rapidement peut-être te dire en termes d'accompagnement qu'on peut offrir à nos, comment dirais-je, à ces entreprises vertes, si je puis le dire, c'est un accompagnement donc au travers en fait d'un dispositif qui s'appelle la maison de la PME. Donc on a des maisons de la PME qui proposent en fait comment dirais-je, des conseils, mais également de l'accompagnement pour les jeunes pépites africaines sur les sujets comme la biodiversité par exemple. On dispose également au niveau de nos équipes localement, et le hub se trouve en Côte d'Ivoire, d'équipes de financement structurées, donc en fait qui travaillent également au travers de partenariats avec des banques de développement type Proparco, AFD, mais également BAD et des multilatéraux type IFC, pour aller un peu plus loin dans ce que nous pouvons faire en termes de financement vert. Et ça, je pense que c'est absolument crucial. Ce qu'on essaye aussi de développer de manière un peu audacieuse, si je puis dire, c'est tout ce qu'on appelle effectivement l'approche et tout par l'impact. Donc, ce sont, si tu veux, en fait, des manières en fait de voir quand on voit une opportunité, de voir un petit peu les impacts autour et un peu monétiser l'impact qui permettront en fait de rendre un projet plus bancable, si je puis dire, selon la terminologie traditionnelle des banques, et qui permettra d'attirer d'autres investisseurs privés. Donc voilà, donc ce sont toutes ces structures un petit peu novatrices qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin de notre engagement sur les sujets de la biodiversité. Alors, tu parlais également et tout de qu'est-ce qu'effectivement ce lab et tout nous a apporté. En fait, tu sais, j'ai l'ambition, je ne vais pas faire d'annonce, mais j'ai l'ambition effectivement pour l'accompagnement de ces startups africaines, parce qu'on veut déployer effectivement tout notre dispositif depuis, j'ai envie de dire, le souverain au travers par exemple de Green Bond ou de Blue Bond, jusque, comment dirais-je, à l'entreprise la plus petite, et notamment donc les startups. Et en fait, on a l'ambition sur un sujet de biodiversité qui m'est cher, puisqu'il s'agit des océans, de faire un hackathon, comment dirais-je, et tout sur justement l'économie bleue. Et hier, c'était super d'avoir pu voir, parce que je cherchais un peu quelles pourraient être les thématiques les plus pertinentes sur le sujet. Il y avait un vrai consensus autour des sujets de l'aquaculture, qui était une réalité aussi bien au niveau de la mer Méditerranée, mais également dans d'autres pays, effectivement, subsahariens. Et également le sujet, un peu dans le cadre de l'économie circulaire, du recyclage et tout des plastiques. Donc j'ai trouvé dans ce lab, en fait, la confirmation des thématiques que je voudrais engager, et dans une approche totalement d'innovation. On pense effectivement que la Méditerranée peut être un espèce de proof of concept, effectivement, qui nous permettrait de développer des solutions, voilà, qui pourraient être ensuite, comment dirais-je, on pourrait avoir ensuite un passage à l'échelle dans un certain nombre de pays africains que nous couvrons, comment dirais-je, dans notre raison de la Société Générale. Et bien entendu, au travers de partenaires, aussi bien au niveau de business angel ou de private equity, et peut-être même nous-mêmes dans des formats de blended finance, on pourrait effectivement accompagner ces jeunes pépites justement pour les solutions qu'elles proposeraient dans ces deux thématiques de l'économie bleue que sont l'aquaculture et le recyclage des plastiques. Donc voilà pour ma part ce que je voulais partager avec toi. Merci beaucoup Valérie Noël. Je vais revenir vers toi. Donc voilà, tu as fait l'annonce. La Société Générale veut organiser un grand hackathon océan. Et pourquoi pas Marseille et la Méditerranée comme laboratoire de ce hackathon. En tout cas, une dynamique a été lancée hier avec un constat partagé qui va être dévoilé tout à l'heure, des opérateurs qui ont envie de s'engager. On vient de voir la Société Générale, on voit le Conseil présidentiel pour l'Afrique, on voit des acteurs privés comme à la fois Oshun et la Société du Canal de Provence, on voit l'Institut Paul Ricard, et on a vu beaucoup d'incubateurs également prendre la parole. Et je vais tout de suite me tourner vers toi, Patricia Ricard. Tu étais un petit peu notre vigie hier. Tu nous as fait beaucoup de retours d'expérience. Oui. L'océan, tu baignes dedans depuis toujours. Tu l'incarnes même avec la fondation, avec l'Institut. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu as appris hier durant ce lab? Est-ce que tu as été impressionné par les exemples, notamment d'Afrique du Sud? Parce qu'il y avait un incubateur sud-africain qui a partagé... C'était très bien.
Mhm. Et est-ce que tu identifies des combats communs entre la Méditerranée et d'autres mers sur lesquelles on pourrait lancer des initiatives type hackathon? Alors, tu sais, les scientifiques disent toujours que la Méditerranée est un océan modèle dans la relation des sociétés humaines et du milieu marin. Et en fait, c'est extraordinaire parce que c'est un petit laboratoire. Tu parlais tout à l'heure de laboratoire de solutions. Or, la Méditerranée en soi est un laboratoire du lien homme-mer. Et en plus, la Méditerranée est particulièrement riche, une biodiversité très riche, mais elle souffre également beaucoup, beaucoup de l'entropie, enfin de la pression des activités humaines. Donc, si on arrive à mettre en place des éléments en Méditerranée sur des approches de biorémédiation, sur des approches de solutions fondées sur la nature, voire du biomimétisme, c'est quelque chose qui pourra tout à fait faire l'objet du transfert de compétences. Et surtout, j'étais formidablement heureuse hier dans ce laboratoire de voir un petit peu, comme disait Sarah, c'est qu'effectivement, tout le monde commence à comprendre où est sa place et on va pouvoir commencer un peu à accélérer ensemble. Et en revanche, il ne faut pas oublier que les grands enjeux de la défense de l'environnement, c'est qu'une question d'urgence et de complexité. Et là, effectivement, on va retomber sur l'accélération digitale qui vont nous permettre tout à la fois de bâtir les démonstrateurs, de former les formateurs, de faire des financements public-privé, parce que ce sont les filières de demain qui vont être créées, ce sont les métiers de demain. Et puis, il faut surtout ne pas jamais oublier que c'est la biodiversité d'aujourd'hui qui est le support d'énormément d'économies en Méditerranée, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, que ce soit l'artisanat. Voilà, il y a énormément, enfin, on doit on doit presque tout à la biodiversité. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver seulement la biodiversité, il s'agit également de sauver les services écosystémiques que ce vivant nous apporte. Et puis, il y a ce point, et moi, j'ai beaucoup aimé que le thème de l'océan soit monté un petit peu à la surface, si je puis dire. Les gens ignorent le rôle fondamental de l'océan dans l'atténuation du changement climatique. Et notamment en Méditerranée, grâce aux herbiers de Posidonie, par exemple, un pays comme la Tunisie peut compenser 24%, enfin, les Posidonies produisent 24% d'oxygène. C'est absolument énorme. Donc voilà, il faut comprendre aujourd'hui que c'est un patrimoine commun, que c'est un bien commun, qu'il faut le partager, qu'il faut l'étudier et qu'il faut en tirer des enseignements pour bâtir des économies résilientes. La pandémie nous a fait comprendre aussi que nous sommes passés d'un problème de sécurité alimentaire qui est crucial sur l'Afrique, parce qu'il y a un essor démographique et comment nourrir toute cette jeunesse, mais aussi la notion de souveraineté alimentaire apparaît. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment faire de la protéine qui n'aggrave pas le changement climatique, qui n'aggrave pas la pénurie en eau et qui nourrisse de façon saine et traçable des quantités bien plus larges de consommateurs. Et là, ce sont des solutions fondées sur la nature, ou en tout cas des solutions inspirées des écosystèmes qui vont venir. Parce que malheureusement aujourd'hui, l'aquaculture, Marionnelle en parlait, l'aquaculture c'est formidable, mais on oublie que les poissons d'élevage, ils sont nourris avec des poissons sauvages. Donc aujourd'hui, tu as un effondrement des stocks parce qu'il y a une telle demande sur le marché. L'aquaculture a multiplié par 5 en 30 ans. Donc tous les poissons aujourd'hui sont littéralement raflés sur les océans, mais également sur les marchés côtiers, qui a des impacts sociaux terribles sur les communautés locales, parce qu'il y a un effet d'appel, un appel d'air des marchés absolument terrible. Aujourd'hui, tu peux totalement remplacer les farines de poissons par tout simplement des farines d'insectes. Le secteur fermelier, les secteurs des insectes, c'est quelque chose qui monte comme ça. Ce sont les filières de demain, ce sont l'économie de demain. Et là où ça devient miraculeux, c'est comment tu nourris tes insectes. Et là, tu as tout le champ du gâchis alimentaire, du rejet agricole. Voilà. Et là, c'est-à-dire que tout d'un coup, la pêche devient un énorme circuit en économie circulaire. Et oui, tu peux avoir des poissons aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en s'inspirant de la nature où la notion de gâchis n'existe pas, tu arrives à créer de la protéine sans avoir utilisé d'eau, sans avoir fait le tour du monde dans des surgélateurs et en mangeant des poissons traçables et de bonne qualité pour la santé humaine. Donc voilà, et ça aujourd'hui, je crois que tous les acteurs peuvent trouver leur place dans cette boucle vertueuse. Merci beaucoup Patricia. Justement, on va revenir sur la place que peuvent prendre les acteurs et comment les initiatives peuvent s'agréger et comment le département aussi peut être le catalyseur de tout ça. Et vous allez revenir, monsieur le vice-président, sur aujourd'hui comment le département peut se positionner sur cet axe Europe-Med-Afrique et dévoiler les recommandations. Mais justement, on a la chance d'avoir des entrepreneurs qui incarnent justement cet entrepreneuriat vert et qui montrent que le département des Bouches-du-Rhône est peut-être à l'initiative par son tissu entrepreneurial sur l'axe Euromed-Afrique, sur les enjeux de biodiversité. Nous avons la chance, je crois qu'il y a... Est-ce que Ange, tu es connecté cette fois-ci ? C'est bon, je suis... Voilà, super. Je commence à m'inquiéter.
Voilà. Donc Ange, tu connais bien la région, parce que donc tu es un entrepreneur ivoirien dans les clean tech et tu contribues beaucoup justement aux enjeux de préservation de la biodiversité à travers tes innovations. Et tu t'installes, tu as fait le choix de t'installer dans les Bouches-du-Rhône. Pas très loin d'Aix-en-Provence, tu vas t'installer vers Cabriès, à côté de The Camp. Aujourd'hui, ta société Cinelux a fait ce choix de notre territoire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta solution en quelques minutes et puis nous dire pourquoi ce choix, pourquoi venir innover ici en Provence depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire? D'accord. Merci Samir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour cette opportunité, également pour toutes ces actions en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Donc, je suis Ange-Frédéric Balma, CEO de Cinelux, qui est l'entreprise basée à Aix, qui développe des solutions basées sur la modulation de l'éclairage pour favoriser l'intégration de l'énergie dans les usages du quotidien en utilisant les énergies renouvelables et la lumière. Pourquoi? Parce que simplement, basé sur notre technologie que nous avons donné l'accès à la technologie de communication par la lumière, par le biais du Li-Fi, on a constaté qu'il était possible, avec la lumière, de recréer l'environnement naturel pour le développement de nos écosystèmes, surtout dans l'océan. Donc, on est parti simplement sur la modulation de l'éclairage pour arriver à recréer cet environnement-là, cet écosystème dont la biodiversité a besoin pour pouvoir se reproduire. Donc, on a créé des lampadaires d'éclairage public solaire autonome qui permettent d'envoyer des informations, mais aussi tant aux utilisateurs qu'à l'écosystème pour préserver notre environnement. Donc, c'est une technologie verte qui ne consomme pas d'énergie liée à l'énergie conventionnelle où il faut produire beaucoup plus. Donc, on a un impact carbone qui est marqué. Donc, avec des panneaux photovoltaïques, on arrive à créer de l'énergie, à transmettre des informations via la lumière qui va pouvoir, avec des capteurs aussi, remonter des informations parce que pour mieux lutter contre, on va dire, toute cette nocivité de technologie ou éventuellement de nos impacts carbone, il est bon de mesurer d'abord nos actions qui entraînent, on va dire, la destruction de notre écosystème, de notre environnement. Donc, c'est à travers ces capteurs-là qui sont implémentés dans nos candélabres, dans nos outils, on arrive tout de suite à mesurer l'impact carbone, l'impact de nos actions au quotidien à travers les véhicules, à travers les émissions de gaz, à travers la pêche non maîtrisée. Donc, c'est à travers cette technologie-là aujourd'hui que nous avons décidé de nous installer au niveau du technopole de l'Arbois, où justement, avec cette solution, avec la métropole d'Aix également, on va développer, déployer nos solutions pour préserver notre environnement et marquer le plus possible par la technologie la réduction de notre empreinte carbone. Merci beaucoup Ange, merci pour ce témoignage. Ta start-up est très inspirante et tu es un grand ami de la Provence et tu es le bienvenu pour venir dupliquer ton innovation sur notre territoire. Et je vais demander maintenant à Jean-Marc Philippe, qui est à travers Oshun et la Société du Canal de Provence, un acteur majeur de l'innovation dans l'eau, et pas qu'au niveau territorial, aussi au niveau international. Tu reviens toi-même d'un long déplacement à Dakar, au Sénégal. Tu vas nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, comment la Société du Canal de Provence et le département innovent de manière concrète et accompagnent des entrepreneurs verts comme la start-up Oshun, d'ailleurs, pour lequel tu n'es pas pour rien. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? Oui, bien sûr. Rebonjour à tous. Pour répondre à ta question, Samir, je vais essayer de faire de l'écologie comparée, de l'économie comparée entre la Provence, notre territoire, que le vice-président Réau a bien présenté tout à l'heure, et puis le bassin du Sénégal, par exemple. Ce sont deux territoires qui, tous les deux, sont confrontés au changement climatique, et donc qui sont assez proches à bien des égards, et notamment en termes de gestion de l'eau. La Provence est un territoire incroyable, avec une biodiversité fantastique, Didier Réau l'a dit tout à l'heure, et avait une gestion de l'eau ancestrale. Et il faut bien qu'on en ait conscience. On est parvenu en Provence à dompter le château d'eau des Alpes, et puis à amener de l'eau aux usages des hommes depuis des millénaires. Et ça, beaucoup de régions du monde nous l'envient. Et ça, c'est un savoir-faire
portée par les Provençaux, portée par les Marseillais, portée par le département des Bouches-du-Rhône depuis très longtemps. L'un des précurseurs du canal de Provence, il faut bien l'avoir en tête, c'est le département des Bouches-du-Rhône qui gère la ressource en eau depuis plus d'un siècle. Donc on part de là en Provence et on a cette capacité à gérer l'eau de manière la plus écologique possible pour tous les usages. L'eau potable, l'usage certainement le plus noble, l'irrigation, dans un territoire rural comme la Provence qui est une des plus beaux terroirs agricoles de France, pour les fruits et légumes, pour la viticulture notamment, et puis également pour l'industrie. Ça, c'est côté provençal, avec de très belles entreprises, le groupe des eaux de Marseille, et puis un tissu d'entreprises dans le canal de Provence et pas mal d'entreprises. Côté africain, il y a les mêmes enjeux. Donc si je tente cette comparaison avec le bassin du fleuve Sénégal, on a un grand bassin avec des enjeux de maîtrise de l'eau, construction de barrages, comme nous dans les Alpes, comme nous dans le château d'eau des Alpes, et puis répondre aux besoins en eau. Et Dieu sait qu'en Afrique subsaharienne, l'eau est vitale, évidemment, pour l'eau potable, et l'eau potable des populations. Il y a 18 millions d'habitants le long du fleuve Sénégal, sur les 4 pays riverains. Pour l'irrigation, il y a sur ce territoire un enjeu d'irriguer 300 000 hectares. Alors là, la comparaison est intéressante, Samir, avec la Provence, parce qu'en Provence, on irrigue à peu près 250 000 hectares. Donc on est exactement dans les mêmes enjeux. Et au moment où on se parle, il y a des équipes provençales qui sont sur les berges du fleuve Sénégal, côté mauritanien et côté Sénégal, qui sont en train de mettre en place des capteurs, donc c'est là que l'intelligence artificielle arrive, des capteurs pour gérer au mieux la ressource de ce fleuve et permettre aux agriculteurs mauritaniens et sénégalais d'irriguer et donc de produire des produits agricoles qui vont permettre à ces pays d'être autosuffisants. Et Dieu sait qu'il y a un enjeu fort en la matière. Et puis il y a la question, je le disais tout à l'heure, de l'eau potable. Alors là, Marseille est un exemple mondial. Voilà une ville qui, pour se sortir des grands fléaux dont la peste, a su aller chercher l'eau là où elle était et l'amener là où on en avait besoin, dans la ville. C'est exactement ce dont ont besoin nos partenaires africains. Alors moi, ce qui m'intéresse en Afrique, c'est le rural. Les enjeux ruraux sont colossaux. Il y a beaucoup de jeunesse dans ces territoires ruraux, beaucoup de richesses, une capacité de développement incroyable, mais il faut savoir aussi, notamment, gérer les ressources, et notamment gérer les ressources en eau. Et c'est là aussi que notre expérience provençale s'est exportée au travers de cette structure Ocean, qui embarque pas que le canal de Provence, qui embarque le groupe SNEF, au travers de sa filiale Mios, qui embarque d'autres PME. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'amener de l'eau potable de manière décentralisée, c'est-à-dire d'aller traiter l'eau là où elle est, au plus près des consommateurs. Et c'est là que le digital est important, parce que lorsque, par exemple, nous sommes dans le nord du Burkina, à la frontière malienne, et que nous amenons un service de l'eau, il faut être sûr qu'il fonctionne. Donc il faut être dans l'obligation de résultat et pas simplement dans l'obligation de moyens. Et c'est là que le digital est très utile pour piloter des systèmes à distance et aider les entrepreneurs locaux à bien les gérer. Donc voilà, j'ai essayé là de montrer combien il y avait de passerelles entre Marseille, la porte de l'Orient, et puis cette Afrique-là. On a les mêmes défis à relever et les outils digitaux sont stratégiques pour gérer l'eau à l'échelle des bassins versants, pour gérer l'irrigation. Je pourrais évoquer tout ce que l'on fait en pilotage de l'irrigation en Provence pour accompagner les filières emblématiques provençales, l'amande, la pistache. De la même manière, on accompagne des filières agricoles au Sénégal, au Burkina, au Cameroun, pour répondre aux enjeux, là encore, les enjeux alimentaires de ces pays-là. Voilà, donc j'espère avoir évoqué quelques passerelles entre ces deux continents. Là, on est au cœur de l'impact. Merci beaucoup, Jean-Marc. On est vraiment au cœur de l'impact des entrepreneurs verts. Ces entrepreneurs verts, Valérie Noël, à la Société Générale, dans une précédente fonction, tu étais d'ailleurs en charge de l'innovation dans les modèles bancaires alternatifs. Comment, aujourd'hui, tu peux financer et accompagner ce type de projet ? Par exemple, on a entendu Ange Balma avec Cinelux, qui a un impact fort en Côte d'Ivoire et qui, aujourd'hui, veut co-créer de la valeur
avec l'Europe, avec comme tête de pont d'ailleurs la Provence, et des projets comme celui que vient de décrire Jean-Marc avec cette start-up Oshun, avec la Société du Canal de Provence, mais Oshun qui est aujourd'hui déployé sur le terrain entre le Sénégal, le Burkina, et qui pourrait rechercher des partenaires corporate. Aujourd'hui, comment la Société Générale peut se positionner vis-à-vis de ce type de projet ? Alors, merci pour la question. Comme je te le disais tout à l'heure, pour ce type de projet un peu biodiversité, on a tout un attirail, j'ai envie de te dire, d'outils, d'accompagnement dans le financement. Comme je l'expliquais, nous disposons donc dans 8 juridictions dans lesquelles effectivement est présent notre réseau, de ce qu'on appelle de maisons de la PME, parce que je pense que ce qui est très important dans ce type de projet, en tous les cas, qui sont portés par des entrepreneurs, on dit entrepreneurs verts, c'est effectivement l'accompagnement, et tout le conseil pour pouvoir effectivement bien charpenter et tout le projet. Et je pense que c'est important et tout au sein effectivement de nos dispositifs maison de la PME, on descend un peu en granularité, en termes de profil de clients que l'on peut targeter. Ça, je pense que c'est très important. On a également décidé d'allouer, un montant pour l'accompagnement de PME pour des projets donc à impact. Donc ça, je pense qu'effectivement, notre dispositif Maison de la PME est un dispositif qui permet cet accompagnement. Par ailleurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont parfois des financements ou des opportunités qui sont un peu difficiles à appréhender avec nos outils classiques. Voilà, les profils de risque sont des profils différents. Financer des sujets de biodiversité, c'est quand même nouveau, je dirais, pour la banque. Et comme on le disait tout à l'heure, rien ne se fera seul. On le fera bien entendu au travers de partenariats et de gens qui arriveront à donner à ces structures ce qu'on appelle en fait des rehaussements, donc une amélioration qui permettra, quand on regarde ce qu'on appelle le blended de l'opération, d'avoir des opérations qui sont plus attractives et qu'on peut arriver à porter dans nos bilans plus facilement. Ou qu'on peut vendre auprès de private equity qui sont donc à impact. Donc ça, je pense que c'est important. Nous disposons d'équipes de financement structuré, comme je te disais, donc en Côte d'Ivoire, qui ont une vraie expertise, une vraie franchise, et qui développent justement ces partenariats auprès de banques de développement. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler du partenariat que Société Générale a avec la Proparco, donc qui est vraiment quelque chose de très, très important. Je dirais également donc, des organismes un peu type BAD, mais également des multilatéraux type IFC. J'ai envie aussi de mentionner une participation que nous avons donc avec IEP, donc voilà, donc avec M. Jean-Michel Cederino et ses équipes, et de dire que finalement, nous participons en capital donc à des initiatives auprès de PME et je pense que ça c'est très très important. Dès lors effectivement où il y a ces participations aux côtés de AIP, on peut également se dire qu'on a un certain confort pour les accompagner en termes de financement. Donc ça je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Donc voilà ce que je peux en dire. En termes de, il y a aussi effectivement l'approche par l'impact. Ça encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir définir dans un projet quels sont les impacts. Et ça permet d'apporter une additionnalité qui rend, encore une fois, le profil de la transaction plus bancable sur des critères traditionnels. Je pense que c'est très important de voir dans notre initiative du Grow with Africa, on a envie d'aller vraiment un peu plus loin dans l'accompagnement qu'on peut apporter effectivement à ces porteurs de projets sur, comme dirais-je, tous des sujets qui sont nouveaux aussi pour nous. Donc autant effectivement on a des outils traditionnels pour des gros financements, accompagner des gros opérateurs de pays donc westernized de manière un peu classique ou d'accompagner les souverains. Mais quand on descend un petit peu plus en termes de profil de risque vers les entrepreneurs qui sont un petit peu incarnés au travers de ce qu'on appelle la PME ou la grosse PME, il nous faut des structures où on travaille en partenariat pour apporter un petit peu, j'ai envie de dire, de sweetener et rendre les opérations un peu plus bancables, si je peux le dire. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Effectivement, c'est très concret. Et d'ailleurs, je crois que Oshun est lui-même accompagné par un fonds à impact
et par une banque. Donc c'est tout à fait pertinent d'imaginer ce type de collaboration entre des projets comme Oshun ou bien comme Cinelux et les nouveaux mécanismes financiers qui sont mis en place par les banques comme la Société Générale. Et avant de revenir sur, je dirais, la question de ce laboratoire, de la biodiversité que peut représenter la Provence, et de revenir vers vous, monsieur le vice-président, ainsi que vers toi, chère Patricia, j'aimerais te poser une question, Sarah. Donc, tu as aujourd'hui une position privilégiée d'observation des politiques publiques, je dirais, en tout cas des grandes initiatives diplomatiques qui vont dans ce sens et dans le sens du lab, et on espère pouvoir s'appuyer d'ailleurs sur toi et le Conseil présidentiel pour l'Afrique et d'autres organisations dans lesquelles tu participes. Tu participes aussi au WWF. Quelle est la vision de l'Élysée et de la présidence française sur les enjeux de biodiversité? Je sais que tu échanges beaucoup avec aussi le MEAE sur les enjeux de biodiversité. Quels sont les prochains grands rendez-vous et comment raccrocher tous ces acteurs-là qui sont réunis ici, des acteurs comme Ange Balma, tous les participants du Lab et le territoire, comment on peut prendre notre part au prochain grand rendez-vous pour avancer ensemble et produire ensemble plus d'impact et plus de résultats? Au niveau du Conseil présidentiel pour l'Afrique, notre rôle, ça a été depuis 2017, donc à la demande du président de la République, d'identifier donc sur différentes thématiques des thématiques importantes. En l'occurrence sur l'environnement, nous on a travaillé sur trois sujets. Tout d'abord, le sujet des villes durables. Vous le savez peut-être, l'ancien sommet Afrique-France qui devait avoir lieu à Bordeaux avait pour thématique les villes durables. En l'occurrence, les questions d'urbanisation sont cruciales quand on va parler de la préservation de la biodiversité, puisque l'urbanisation est en grande partie une des causes de la disparition de la biodiversité, notamment en Méditerranée, mais également en Afrique et dans le reste du monde. Et puis également, on a travaillé aussi sur l'agroécologie. Et le CPA a accompagné lors de la préparation du dernier One Planet Summit Biodiversité, la nouvelle stratégie de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara, avec une levée de fonds à plus de 16 milliards d'euros à destination des 11 pays qui constituent l'agence panafricaine pour la Grande Muraille Verte, afin qu'ils puissent mettre en œuvre une nouvelle stratégie d'ici 2025 pour engager davantage le secteur privé. Parce que on se rend bien compte, sur cet exemple-là précisément, de la Grande Muraille Verte par exemple, qui date quand même de 15 ans, on voit bien que justement les États seuls ou la société civile seule ne peuvent pas atteindre les objectifs. Il faut avoir l'ensemble des acteurs et notamment le secteur privé. Et en l'occurrence, je suis ravie déjà de vous inviter d'ores et déjà au sommet Afrique-France qui aura lieu à Montpellier du 8 au 10 juillet prochain. L'une des thématiques principales sera justement l'agroécologie et comment la France et les pays africains, dans le cadre de leur nouvelle relation basée sur l'engagement des sociétés civiles, l'engagement du secteur privé, l'engagement de la recherche, peuvent répondre à ces thématiques qui sont des thématiques qui n'ont pas de frontières. Et c'est pour ça que c'est important que l'on en parle tous ensemble, que l'on soit à Marseille, à Tunis ou à Abidjan, la question environnementale est la même et nous avons tous un devoir d'engagement. Et puis sur la Méditerranée, évidemment, je citerai un engagement que nous avons pris également au One Planet Summit, qui est le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire en 2030. C'est un plan qui réunit en fait 4 thématiques, qui est porté par l'ambassadeur pour la Méditerranée, M. Karim Amnelal, et la ministre de la Mer, et également donc les partenaires. Et donc dans ce plan, il est prévu en fait d'engager non seulement les États, mais également l'ensemble des acteurs pour mettre en place des actions concrètes sur 4 thématiques, à savoir la préservation de la biodiversité marine, avec l'ambition d'atteindre 30% d'aires protégées d'ici 2030, le développement de la pêche durable pour mettre fin à la surpêche d'ici 2030. Il faut savoir que voilà, la pêche, ça pèse sur le PIB, et quand on parle de pêche, on voit bien le lien qui existe entre biodiversité et économie, parce que
Quand on voit un pays comme la Tunisie où la pêche pèse 13% du PIB de ce pays, imaginez que les poissons, la ressource en poissons disparaisse. Eh bien, c'est 13% de l'économie qui s'effondre. Et c'est là qu'on voit le lien entre la préservation de la ressource naturelle et la préservation des économies et des sociétés humaines. Par ailleurs, il y a également la question du plastique. Chaque année, 229 000 tonnes de plastique sont déversées dans la mer Méditerranée. Il existe des startups qui ont des solutions, mais comment les aider à mettre à l'échelle ces solutions et assez vite. Et puis enfin, la question du transport maritime, promouvoir de nouvelles pratiques pour protéger l'environnement marin et lutter contre le changement climatique, puisque le transport maritime représente le 7e émetteur, le plus gros émetteur de carbone au monde. Donc voilà les engagements principaux du Conseil présidentiel pour l'Afrique sur ces questions. Et donc, des rendez-vous importants. Sommet Afrique-France, je vous y invite 8-10 juillet à Montpellier, suivi du sommet des deux rives qui aura lieu donc à Marseille, où là, nous espérons pouvoir proposer des coalitions et des projets concrets avec Emerging Valley pour mettre en œuvre la transition et la préservation de la biodiversité. Merci beaucoup Sarah, et nous l'espérons aussi avec le département et puis aussi avec la Société Générale. Pourquoi pas travailler ensemble à un hackathon des solutions en Méditerranée avec Patricia et Jean-Marc et Ange Balma aussi. Et je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui, il y a un momentum, il y a un alignement de planète pour positionner le territoire. Et je pense que tous les acteurs peuvent contribuer à cet objectif. Et avant de te repasser la parole, Patricia, c'est important pour moi de t'entendre, Ange-Frédéric Balma, les entrepreneurs, le rôle modèle que tu incarnes aujourd'hui, comment faire pour en inspirer d'autres, comment faire pour aider, accompagner, accélérer l'émergence de 10, 20, 30, 100 prochains Cinelux aujourd'hui en Afrique, et pourquoi pas qui suivront ton exemple et qui développeront des startups afro-européennes, euro-africaines, qui créeront de la valeur partagée entre nos deux continents. Merci Samir. Et je pense que c'est ce qu'on a commencé, c'est d'abord le rôle pour inspirer davantage les aspirants entrepreneurs, parce qu'on sait aujourd'hui la capacité et la résilience de l'entrepreneur, que ce soit face à la Covid, que ce soit face à toutes les dérives économiques, financières que cela a comporté ou a emporté. On est resté résilient. Et face à cette résilience-là, on ne peut qu'encourager les générations futures d'entrepreneurs à vraiment les accompagner, à être à leur côté pour partager les expériences que nous avons pu avoir au cours de notre vie d'entrepreneur, mais également aussi être à leur disposition, main dans la main, pour que on puisse leur apporter, en plus de la brique technologique, mais également de la brique humaine que nous avons été portés également par des initiatives comme Emerging Valley, qui nous a permis de pouvoir rentrer en contact avec des investisseurs, des partenaires, à même nous installer sur la Provence, simplement parce qu'il y a eu cette volonté-là de vouloir créer des choses. Et je pense que cette volonté-là doit aller aujourd'hui au-delà même de la parole. C'est des actions concrètes, c'est également du financement, parce que quand on veut, on peut. Et on a aujourd'hui, nous, entrepreneurs, cette volonté de faire avancer les choses, et on compte sur cette volonté-là pour pousser les aspirants entrepreneurs, les entrepreneurs aujourd'hui avec des solutions existantes, avec des solutions vertes, pour pousser plus haut et permettre de pouvoir développer des solutions vertes de plus en plus et de préserver l'ensemble de notre écosystème. Merci beaucoup, Ange-Frédéric. On va bientôt dévoiler ces fameuses recommandations, mais je vais te demander, Patricia, qui est un peu notre grande sœur, notre vigie, tu étais notre vigie sur ce lab. Quand on dit, bon, beaucoup de choses ont été dites au cours de ce travail d'intelligence collective, et là, quand on voit ces tours de table qui sont passionnants et les échanges qui sont passionnants durant cette plénière, comment s'assurer que tout ce qui vient d'être dit, que toutes ces recommandations, que toute cette volonté pourront se traduire concrètement et perdurer? Je vais te dire une chose, Samir, c'est
pour une fois, le développement durable va être très rentable. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui avec ces partenariats de chercheurs, d'entrepreneurs, de finances innovantes, c'est en train de fabriquer non seulement les métiers de demain, les filières de demain, mais les ressources vitales de demain. Donc tout d'un coup, la biodiversité n'est plus vue comme une contrainte environnementale ou comme quelque chose qu'il faut préserver parce que c'est joli, mais c'est aujourd'hui cette notion de patrimoine de biodiversité qui apparaît. Et donc là, je pense que pour la première fois, on comprend que l'économie et le vivant, c'est totalement lié. Et que c'est grâce au vivant que les économies sont florissantes. Et je crois que l'assurance que ces choses-là arrivent, c'est effectivement qu'on va avoir un regard nouveau sur ce vivant et cette biodiversité. Et comme tu ne peux pas avoir d'espèces si tu ne préserves pas les espaces, il va y avoir des effets de ricochet. Et en fait, ça va être de façon incroyable, mais ça va être l'économie qui va réparer la nature parce qu'on va se rendre compte à quel point elle est essentielle. Et que pour l'instant, je ne connais personne qui sache fabriquer un poisson, une mouche, un dauphin, voilà. Donc voilà, ça va être un trésor absolu. On va se rendre compte du vrai, voilà, de ce qu'est la vie vraiment et le vivant. Merci Patricia. Est-ce que Jean-Marc, tu souhaites compléter aussi ? Juste un petit complément à ce que vient de dire Patricia. Je pense que l'un des enjeux, ça va être que les PME africaines et françaises apprennent à travailler ensemble. Évidemment, on a la chance d'avoir les banques qui nous accompagnent, d'avoir des grandes institutions, d'avoir des gouvernements. Mais le plus important, c'est que les petites entreprises et les PME, notamment des deux continents, apprennent à travailler ensemble. Alors là aussi, on est précurseur en Provence parce qu'avec la Chambre de commerce, avec le réseau Africa Link, on travaille. Et on a la chance, j'ai la chance de travailler avec des PME à Abidjan, à Dakar, à Yaoundé, à Ouagadougou. Il y a beaucoup de talent, mais il y a aussi beaucoup de difficultés pour ces entreprises, comme les nôtres d'ailleurs, à se développer. Je pense que là, il y a un enjeu très fort dans le domaine de la diversité, de s'épauler les uns les autres avec ces PME africaines qui sont isolées également sur ces thématiques-là. Donc pensons à cela, le business entre entreprises européennes et puis africaines. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Effectivement, les réseaux du territoire sont souvent précurseurs dans ces liens entre nos deux continents. Monsieur Didier Réau, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-unes des recommandations d'action qui sont le fruit de ce lab d'intelligence collective? Et puis, ce n'est que le début, j'ai envie de dire. On va aller plus loin avec toute cette coalition d'acteurs. On a la chance d'avoir le Conseil présidentiel pour l'Afrique de l'Élysée, la Société Générale, des startups comme Ange Félix, Balma, la Société du Canal de Provence, Patricia, le Conseil départemental. Quelles sont les idées forces que vous voulez nous partager aujourd'hui ? Tout en précisant qu'elles seront dans le livre blanc d'Emerging Valley. Merci. Les idées forces, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles du lab que nous avons développé hier. Sur les 9 clusters, puisqu'on a employé le mot à Essian, les 9 clusters d'idées que nous avons identifiés, nous en avons choisi 4. Et je fais le rebond par rapport à ce qu'a dit Patricia et ce qu'a dit Jean-Marc, c'est que ce qui va compter le plus, c'est que tout le monde puisse partager la même, si possible, la même connaissance, mais en tout cas la même perception de ce qu'est la nature et l'avantage de la biodiversité. Et donc ça passe par la première série d'idées que nous avons développées, c'est-à-dire la sensibilisation, la formation et l'éducation de tous les publics. Pas seulement une éducation grand public, une éducation à l'école, mais un travail sur des cibles très identifiées, que ce soit les financiers, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les associations, ou que ce soit par exemple les maires des communes, à la fois ici, dans ce territoire de Provence, mais aussi dans les pays africains, qu'il faut aussi sensibiliser à des dispositions qui préservent la nature et la biodiversité. C'était le premier élément que nous avions identifié. Le deuxième, ça va évidemment sur un cluster qui s'appelait Impact visé, la biodiversité. Donc c'est reprendre tout ce qui a été dit sur la création des aires marines protégées et leur développement, mais aussi insister sur le fait qu'une aire protégée, ça n'est pas seulement un trait sur une carte et puis on s'en va et tout va bien marcher, c'est aussi des moyens qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire du moyen humain, de la connaissance qui nécessite évidemment de l'intelligence. Et là aussi, on revient au débat avec les chercheurs sur ce sujet-là, et puis aussi l'acquisition de la data, mais on l'a dit tout à l'heure.
Troisième cluster, c'était évidemment l'impact de la pêche durable et la préservation des écosystèmes maritimes qui englobait, j'allais dire, l'ensemble des activités, notamment industrielles de pêche et entre guillemets de surpêche, le transport maritime et la capacité de nuisance qu'il peut avoir sur nos océans et sur nos mers, et particulièrement sur la Méditerranée, mais également, et Patricia en parlait tout à l'heure, sur par exemple l'herbier de Posidonie qui est beaucoup impacté par la plaisance et surtout la grosse plaisance. Et donc je salue, et j'en profite, l'action du Prémar en Méditerranée d'avoir décrété qu'il fallait trouver des solutions pour que les bateaux de grosse plaisance ne mouillent plus au plus près des côtes. Et franchement, en quelques mois, parce qu'il a eu la volonté, parce qu'il a impulsé auprès des collectivités la volonté de l'État de mettre en place un dispositif, et bien sûr l'ensemble de la façade méditerranéenne française, nous avons maintenant un dispositif qui est en plus territorialisé, puisque le parc national a pu développer pour ses calanques un dispositif de mouillage qui lui est propre et avec l'accord du Prémar. Je souhaitais le souligner parce que ça veut dire que la force de l'État est aussi un moyen d'agir et ça n'est pas peu dire. On le critique souvent, mais quand il fait bien, il faut le dire aussi. Le dernier cluster que nous avons identifié, c'était la consommation et la production responsable, au pluriel, consommation responsable et production responsable. Donc ça revient sur ce qui a été dit sur les circuits courts et sur la capacité à montrer qu'en gérant bien son territoire de façon durable, dans une ville durable, comme l'a dit Sarah, nous sommes en capacité d'avoir notamment une production qui est créatrice d'emplois, qui est créatrice d'activité d'abord et puis d'emplois, et qui permet aussi d'avoir une consommation durable pour un certain nombre de populations. Nous, ici, en Provence, mais plus généralement en Europe, nous commençons à comprendre nos erreurs sur ces sujets-là. Et nous commençons à nous dire comment nous pouvons finalement modifier nos comportements. Ça date d'il y a quelques années. Je pense que l'ensemble maintenant des territoires en France, mais en Méditerranée, sont concernés. Que la crise du Covid-19 finalement permet une accélération de cette prise de conscience. Nous avons des partenaires pour faire ça, des partenaires d'État. L'agence de l'eau les agences de l'eau sont de formidables partenaires pour développer de solutions durables, notamment parce qu'on raisonne au niveau des bassins versants. Et la question du bassin versant et la gestion du bassin versant est fondamentale pour une bonne gestion de l'eau, et l'eau est fondamentale pour la nature et la biodiversité. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à faire passer, qu'on n'est plus sur des micro-territoires où chaque commune à l'époque gérait son eau, et encore que la Provence est un peu particulière, parce que comme l'a rappelé Jean-Marc, on a trouvé des solutions qui irriguent l'ensemble d'un territoire, mais souvent on se rappelle Pagnol quand même, je veux mon eau, j'ai payé mon eau, mais ce n'est plus ça aujourd'hui. On est sur un dispositif, par exemple ici, nous sommes dans un bassin versant qui part du Doubs, qui va jusqu'à Nice et qui va jusqu'à Perpignan, en gros. C'est le bassin versant dans lequel nous vivons et dans lequel nous travaillons, qui est le bassin du Rhône Méditerranée. Et donc ça, je souhaitais le rappeler. Et donc c'était un peu ça les constats que nous avions faits. Alors il y a on a souhaité ensuite, en deuxième partie, rapidement identifier les apports et les besoins des différents acteurs et parties prenantes, c'est-à-dire les chercheurs, les entrepreneurs, les financiers, et je m'inclurai dedans les politiques et les administrations. Finalement, le constat a été fait que chacun avait de bonnes intentions. Chacun le développait avec des arguments, avec des données, avec un langage. Mais qu'il manquait sans doute des passerelles, et sans doute qu'Emerging Valley en est une aujourd'hui, mais il y en a d'autres, qu'il faut développer pour parler le même langage. Alors, est-ce que c'est un décodeur ? Est-ce que c'est un dispositif de langage artificiel, d'intelligence artificielle ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à rapprocher les langages, les solutions, les arguments des uns et des autres pour mieux se comprendre et trouver des solutions. Et pour conclure, parce que je crois qu'on arrive au bout du temps, moi, je reviens sur ce qui a été dit par Patricia et Jean-Marc et puis tous nos intervenants, c'est que et je vais le faire de façon très, comme je le fais d'habitude d'ailleurs, en rapprochant ce qu'on appelle l'économie de l'écologie, parce qu'on utilise le même langage. Le même langage. La nature, c'est une richesse. Et on peut la développer par l'intermédiaire de la biodiversité et par les bénéfices qu'elle procure. Si on grignote le capital, si on grignote la richesse en permanence, il y a de moins en moins de bénéfices pour de moins en moins de monde.
Donc il y a un retour ici en Europe et sans doute en France de façon très, très forte, même si on ne s'en rend pas bien compte. Il y a vraiment une volonté d'aller sur une préservation de la nature et de la biodiversité. Bien sûr, pour certains, ça ne va jamais assez vite, jamais assez loin, mais ce n'est pas grave, on avance. Et parce qu'il y a tous les acteurs qui sont mobilisés sur ce sujet, il y a évidemment les financiers, mais il y a aussi les collectivités, la métropole de Marseille ici, Marseille-Provence, le département, et on pourrait développer plein d'arguments. Et par contre, il faut qu'on ait cette capacité à soutenir les bons réseaux, les bons dispositifs, à informer plus que sur la connaissance de la biodiversité, sur la capacité à aller se faire financer des projets par des appels à projets. Il y a une foison d'organismes qui font des appels à projets. L'agence de l'eau, la métropole, le département, la caisse des dépôts et consignations biodiversité. Bref, j'en cite quelques-uns parce que c'est les plus connus. Il y a des gens qui développent des dispositifs qu'on ne connaît pas. Le Conservatoire des littoraux a par exemple un dispositif qui s'appelle Smilo, qui est la réunion de l'ensemble des petites îles de Méditerranée, où c'est pas nous qui apportons des solutions finalement pour la gestion de la ressource sur les îles, mais c'est finalement les îles tunisiennes, algériennes, libyennes, libanaises, qui nous disent comment, finalement, eux, ils ont réussi à économiser la ressource en eau et qu'on essaye d'appliquer, nous, sur l'île du Frioul ou sur l'archipel des Ambiers ou de Riou. Donc, on a cette connaissance aussi à apprendre de nos partenaires africains et méditerranéens. Puis dernier point, je finirai sur la Méditerranée, c'est 1% de l'espace mondial marin et c'est 17 000 espèces. Donc pour dire qu'on a une concentration sur un tout petit territoire qui est formidable pour acquérir de la data, pour la comprendre, pour la traiter de façon extrêmement efficace puisqu'elle est concentrée. Donc profitons-en et essayons de nous allier pour que finalement le mot d'ordre qui avait été donné dans le lab, et je finirai là-dessus, data, soit effectivement appliqué sur la Méditerranée et entre l'Europe et l'Afrique. Merci beaucoup, merci Didier Réau, vice-président du conseil départemental. Moi je dirais data, action. Et on va tous se mettre en action. Merci pour cette très belle plénière. Merci Patricia Ricard. Merci Jean-Marc Philippe. Merci Sarah Toumi. Merci Ange Balma d'être resté avec nous. Je sais que tu as eu du mal à trouver du temps, mais merci d'avoir trouvé aussi le temps et la connexion. Merci Valérie Noël Kodjo d'être parmi nous, d'avoir partagé ta vision. Et on va tous travailler ensemble. Toutes ces recommandations, tous ces débats vont se retrouver dans le livre blanc d'Emerging Valley qui va être rendu public dans quelques mois. Et on va tout de suite d'ailleurs prendre date pour poursuivre le travail du lab avec le département, avec l'Institut Paul Ricard, avec la Société du Canal de Provence et Oshun, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, avec toi, mon cher Ange Félix Balma, et avec la Société Générale. On va tous avancer et on a bien noté que le prochain rendez-vous, au-delà bien sûr du sommet de Montpellier, c'est surtout le sommet des deux rives de Marseille, fin 2021. Merci et à très vite. Et merci Samir. Et le Congrès mondial de la nature de septembre. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Samir, bravo. Merci à toi Samir. Merci.